bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Comme vous le constatez bien, nous sommes à la maison d'édition L'Harmattan pour notre émission Maïétique. Ça vous dit certainement quelque chose. Maïétique est une émission purement littéraire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Madame Fatimata Diallo-Ba avec son deuxième roman Rouge Silence. Madame, soyez la bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci beaucoup Nancy de me recevoir sur cette télévision féminine. Je suis particulièrement ravie de venir ici présenter mon roman et vraiment je vous remercie de tout cœur pour l'invitation que vous m'avez lancée. Le titre, Rouge Silence, un titre aussi énigmatique. Pouvez-vous un peu nous éclairer plus? Oui, alors un titre de roman, il se présente comment? Un titre de roman doit être à la fois explicite, mais également doit pouvoir susciter l'envie de lire et enfin un petit peu énigmatique aussi. Évidemment, les silences n'ont pas de couleur, mais le rouge est une symbolique de la violence, symbolique de la douleur, de la souffrance, mais également symbolique de la révolution, du changement. C'est un passage. Et les silences, ça peut être des silences négatifs, des silences quand ils sont violents et quand ils font souffrir la personne, ce sont des silences violents. Mais les silences peuvent être également les silences de la méditation. Et donc les rouges silences, c'est à la fois des silences qu'il faut enlever, qu'il faut détruire parce qu'ils détruisent. Mais ils peuvent être également des silences féconds. La grossesse, un enfant qui pousse dans le ventre de sa mère, il pousse de manière silencieuse. Et donc, mais quand il sort, voilà, ça peut être le silence de la grossesse, d'une idée ou d'une personne. Rouge, vous l'avez bien justifié. Maintenant, ça renvoie dans le contenu du livre exactement. À qui et à quoi? Alors, dans ce livre, vous avez plusieurs personnages. Chacun des personnages, ce qui le caractérise, c'est quand même une forme de souffrance. Une souffrance due aux autres. C'est-à-dire, les autres exercent sur ces personnes-là des violences qui sont inadmissibles. Je pense à Yandé, l'héroïne du livre, qui est l'héroïne d'un livre précédent qui s'appelait Des cris sous la peau, et qui revient, elle, après son trajet dans cet avion, où elle a laissé reposer, où ces silences rouges se sont apaisés. Il y a les silences qui ont accompagné, mort son mari pendant toute sa vie, qu'il n'a jamais pu régler, et des silences qui l'ont détruit intérieurement, qui lui ont mangé l'âme. Il y a aussi tous les silences, toutes les paroles qui n'ont pas été prononcées pour les enfants et qui n'ont pas réussi à les construire. Ces enfants-là, ils grandissent avec des moyens, on va dire, très limités. Voilà. Moi, par rapport à tout ça, je n'ai pas exactement compris votre choix sur le fait que la majeure partie des personnages de l'ouvrage souffrent ou bien ont souffert dans leur vie. Je trouve d'ailleurs que c'est très édulcoré. Un roman, ce n'est pas forcément une tranche de la vie, mais ça cristallise la vie. Ce sont des personnages qui auraient pu être des personnages réels. D'ailleurs, beaucoup de gens me disent, est-ce que c'est votre vie que vous avez racontée? Je leur dis, non, ce n'est pas ma vie, mais je suis tout entière présente dans ce livre. J'observe, je lis. Et à partir du moment où on observe et où on lit, on a la capacité de restituer ce que notre esprit a retenu, ce qu'il a envie de délivrer à son tour comme message. Et surtout, l'expérience qu'on a eu à avoir au cours de la vie. Voilà, la somme de tout ça va permettre quand même à l'écrivain de se hisser un peu à la place de ces gens-là pour pouvoir relater un peu. Tout à fait. Quand j'écris, je me mets dans la peau
de la personne, du personnage que je suis en train d'écrire. Okay. Je me mets dans la peau de Maure qui souffre d'un cancer du pancréas. Je me mets dans la peau de Marie qui souffre de schizophrénie. Et j'essaie d'adapter mon langage, j'essaie d'adapter les réactions, j'essaie de comprendre. Avant d'écrire un livre, je campe d'abord les personnages et ensuite je vais faire des recherches pour ne pas commettre d'incohérences. Vous avez une manière spécifique d'écrire. Bon, commençant d'abord par une allure poétique. Oui. Ensuite, vous avez épousé un peu une allure romanesque. Ensuite, vous cherchez au début des chapitres à amener, par exemple, la citation de notre auteur, comme si vous faisiez un commentaire. Alors, cette façon de faire, en tout cas, je trouve ça très original. Oui. Alors, peut-être parce que mes premiers amours, c'est la poésie. Okay. J'aime écrire de la poésie et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours écrit. Depuis toute petite, j'écris des poèmes. Okay. Alors, le roman, c'est un genre que j'apprécie, que j'adore. J'aime les romans du 19e siècle français. Et aussi parce que je les enseigne. Je suis professeure de lettres classiques et donc, forcément, ça rejaillit sur les références que je donne. Puis ça a donné trop de charme et de tonus à votre livre. Hein? Maintenant, par rapport également aux choses, à la nature, vous aimez trop les personnifier. Bon, à titre d'exemple, à la page 14, vous avez dit « Il sent l'appartement se rétrécir comme doté de grandes dents et qui voudrait le broyer. » Vous parlez de mort, hein, lorsque sa femme était absente, quoi. Ensuite, à la page 114 aussi, vous avez dit « Les arbres baissent la tête épuisée, ramangent en berne ». Ça, c'est à la page 114. À la page 140 également, « Il pleuvait sous le grand cèdre qui riait ». Pourquoi cette attitude? Mais parce que, tu vois, il y a même à la page 140 les vers de Rumi. Du rire de l'éclair, le nuage se met en pleurs. Bien et quand sûr. le nuage pleure, le jardin se met à rire. Oui. La personnification, c'est une figure de style qui permet de rendre le récit plus vivant, plus agréable. Et puis quelquefois, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de parler avec les plantes, de sentir que cette plante, quand on parle de telle ou telle manière, elle réagit de telle ou telle manière. Comme le fait Yandé d'ailleurs. Voilà. Yandé a quand même une certaine, je ne sais pas, une certaine affinité avec la nature. Il y a une forme d'énergie qui se dégage de la nature et qui vient en l'humain. Et nous aussi, nous avons la capacité, mais d'ailleurs, nous l'utilisons très mal. Au lieu de recevoir la force, l'énergie de la nature et de le lui rendre de manière humble, nous détruisons la nature, nous coupons des arbres. Ici au Sénégal, nous avons l'art de couper les arbres. Moi, ce qui me fait le plus mal, quelquefois, c'est lorsque je vois un baobab coupé. Je me dis, mais ces gens qui ont coupé cet arbre, ils ne se rendent pas compte qu'il est cet arbre qui gît à plusieurs siècles. Si on va dans notre Fouta natal, regardez comment les gens gardent, comment ils conservent, comment ils prennent soin de leurs petits jardins qui sont à côté, toujours dans toutes les maisons. Vous avez des petits jardins qui sont là et dont on prend soin. Vous avez des bêtes qu'on aime tellement. Le peul, il aime ses vaches, il aime ses moutons. Oui, bien sûr. Nous aimons la nature, nous ne la détruisons pas. Il y a même un langage spécifique, n'est-ce pas? Voilà, qu'ils entretiennent avec les bêtes. Aujourd'hui, la misère commence à détruire ce rapprochement-là que nous avions avec la nature. Et on l'a détruit pour mettre à la place du béton. Et ça, c'est mon grand regret. Madame, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire de Maure et de Yandé. Vraiment, ce couple, si on peut dire que ce couple n'a pratiquement pas connu de bonheur. Parce que chacun, à part, a vécu quelque chose qui a forgé et déterminé sa personnalité. On a vu que Maure a été désagréable durant toute sa vie. Il est rattrapé par son passé, n'est-ce pas? Son passé avec tout ce qu'on peut imaginer comme torture. Oui, les deux histoires, celle de Yandé et celle de Maure, sont assez parallèles. C'est-à-dire, tous deux ont vécu des choses horribles dans leur enfance. Yandé a été violé par son oncle.
et Mor a été violée par le fils de son marabout dans un dara. Ça me permet d'aborder vraiment le problème de la violence domestique, les viols dans un contexte de promiscuité à la maison, ces adultes qui doivent être les protecteurs des enfants et qui finalement abusent de leur innocence. Donc Mor, il vit dans ce contexte-là, il va au dara et au dara, qu'est-ce qui se passe dans ce dara? Au lieu qu'on lui apprenne véritablement ce pourquoi il est là, ce qui est la fonction d'un dara véritable, au contraire, il annonce des versets, on lui fait subir toutes sortes de brimades, à tel point qu'il est obligé de fuir, de s'enfuir à pied du dara, de traverser, d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de faire une sorte de traversée du littoral depuis le dara, du côté de la région de Mbour, et il va venir jusqu'à Dakar en suivant les plages, comme ça. Mais une fois là, c'est un petit garçon qui n'a aucune protection, donc qui est à la merci de tous les prédateurs sexuels qui vivent dans les grandes villes. À Dakar, ici, moi, l'histoire de Mor, je l'ai imaginée parce que j'ai vu les talibés, les petits qui marchent dans la rue à 22 h le soir. Vous vous imaginez ces petits-là, ils sont à la merci de tous les pédophiles, de toutes les... Tout ce que la ville est une jungle. La ville de Dakar est une ville dangereuse pour les enfants, surtout la nuit. Et donc, quand on laisse ces enfants-là traîner le soir, ce sont des bombes vivantes. Et Mor, c'est une bombe parce qu'il n'a rien à l'intérieur. Il n'a pas d'amour à l'intérieur. Il n'a pas le peu d'amour qu'il a reçu, c'est lorsque il est né et puis ça n'a pas duré très longtemps. Et donc voilà, c'était une façon pour moi de montrer que un enfant restitue ce qu'il a reçu. Il le développe. Quand on n'a reçu que de la violence et de la souffrance, il est fort probable que si on ne fait pas un travail sur soi, ça risque de dégénérer à un moment ou à un autre. Et Yandé, c'est la même chose. Mais ce qu'on remarque quand même dans le roman, c'est que Yandé a vécu une enfance difficile, mais elle n'est pas aussi quand même amère et aussi quand même récalcitrante que mais parce qu'on a brisé en elle ce qui faisait sa personnalité. Et ça, c'est une spécialité ici au Sénégal. On vous brise de l'intérieur. On vous enlève votre âme. Et on vous laisse. Vous êtes une enveloppe. Vous êtes une peau. C'est le titre décrit sous la peau. Vous n'êtes qu'une peau. Vous n'êtes rien d'autre. Et la peau, c'est le seul endroit qui est innervé dans le corps. C'est la peau qui souffre. Quand on vous coupe sur la peau, vous avez mal. Et donc, Yandé, c'est une peau. C'est juste une peau. C'est juste de la souffrance. Et là, maintenant, il faut qu'elle ait une âme. Il faut qu'elle regagne ce qu'elle était. Et je vais revenir sur cela, n'est-ce pas, sur le vécu de Yandé. Mais là, j'ai envie de vous lire la manière dont vous avez, je ne sais pas si je dirais caricaturer les daras, c'est trop dire, mais la manière dont vous l'avez quand même, vous les avez décrits. D'accord. C'est à la page 101. D'autres parents voient dans le dara une solution pour leurs enfants récalcitrants, une sorte de punition transitoire. Ils reviennent les chercher au bout de quelques années le plus souvent. Mais certains enfants n'ont jamais été réclamés, abandonnés pour des raisons économiques par la lâcheté de ceux qui les ont mis au monde. Réveillés tous les jours avant l'aube, ils annonnent des verbes dont ils ne connaissent pas le sens. On leur apprend à faire leurs ablutions et les 5 prières quotidiennes. Mais pour se nourrir, ils doivent manger. C'est quand même touchant en même temps et révoltant aussi. Et là, je vous rejoins un peu. Là, vous cherchez à blâmer les parents quand même. Les parents qui se débarrassent de leurs enfants pour des raisons économiques. Il y en a beaucoup. Soit ils les envoient dans des daras dans lesquels ils sont sûrs que ce dara-là, c'est pas la peine, mais ils ferment les yeux parce qu'ils n'ont pas... Mais je pose surtout la question de la responsabilité des parents. Quelquefois, c'est pas forcément dans les daras qu'on les envoie, mais c'est le cas des filles qui ramènent de l'argent, mais on ne sait pas d'où vient
cet argent, Oui, mais on oui. ferme les yeux parce Oui, qu'on oui. est trop misérable et C'est qu'on a vrai. besoin de cet argent pour vivre. Mhm, Je pointe la responsabilité des parents. mhm. Il faut faire un suivi, il faut savoir où Ok. on emmène son enfant. Oui. Mais il n'y a pas que ce dara. Mhm, Et moi, je ne suis pas en train de critiquer tous les daras. Voilà, je ne veux pas me mettre à dos tous les Ouais, daras ouais, du c'est vrai, Sénégal, c'est vrai. mais il faut bien reconnaître que ça existe, qu'on a eu ici. Combien de fois on a eu des images révoltantes Oui, c'est vrai. d'enfants enchaînés Oui, ou c'est vrai. d'enfants qu'on prive de nourriture. Oui, Ou oui. quand vous allez vous marcher un peu dans la rue de Dakar et vous Ok. allez voir. Vous allez voir des enfants qui n'ont pas de chaussures. Oui. Vous leur achetez des chaussures une fois, le lendemain, ils reviennent. Le serigne a pris les chaussures. Ouais, Ce n'est ouais. c'est pas normal. Donc, c'est des choses à dénoncer. Moi, je suis Oui. désolée. Il ne faut pas avoir peur Ouais. de dénoncer ce qu'on doit dénoncer. Vous avez tout à l'heure aussi parlé de Yandé comme si vous soulignez la condition de la femme en Afrique. Oui, c'est-à-dire qu'on a véhiculé une image un peu fausse quand même de la Oui. femme africaine. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans une position victimaire. Ouais. Ça, je le refuse. Au contraire, les femmes africaines sont des femmes qui ont de la force Oui. et qui doivent peut-être savoir qu'elles ont de la force Oui. et refuser tous ceux qui leur disent qu'elles ne sont que des êtres soumis. Oui, oui, Hein, oui. on se soumet à Dieu, à Allah. Ok. Ouais. Mais tout ce discours sur l'homme est ton kilifa, à ce titre-là, tu dois ramper devant lui. Oui, oui. Dois... Non, je suis désolée. L'homme est ton kilifa, peut-être, mais parce qu'il y a un contrepoint. Oui. Il y a une contrepartie. Oui. C'est du donnant-donnant. Oui. À aucun moment, il n'est dit qu'une femme doit être l'esclave d'un homme. Oui. Il n'en est même pas question. Il faut arrêter de dire « oyof comme mbaxane ». Pour Oui. lan? Voilà. Oyof ni mbaxane. Donc vous êtes en train d'agresser un peu ou bien de revisiter un peu nos valeurs culturelles. Hein? Ça, c'est purement culturel. Pour moi, une valeur, elle est valable tout le temps. Ouais. Elle est valable pour tout le monde et pas juste pour quelques personnes. Ça, ce sont des fausses valeurs. Elles ont été instaurées là juste pour soumettre. Oui. Et si nous nous soumettons volontairement, alors là, c'est le pire. Ouais. Parce qu'il y a des femmes qui y croient. Et je trouve que la servitude volontaire, ça c'est la Boétie qui a dit ça, Oui. il n'y a rien de pire. Ouais. Et puis, à un moment donné même, Sarah s'est révoltée un peu contre sa maman parce qu'on a vu qu'elle a mis du temps quand même, qu'elle a mis du temps à prendre en main son destin, à se décider et à également tenir tête, n'est-ce pas, à son mari. Et là, je vais vous lire d'ailleurs ce passage. Et j'aime bien d'ailleurs cette réaction de Sarah en s'adressant à sa mère. Ce qu'elle m'a transmis, c'est la peur, la passivité, les cauchemars, chaque fois que je ferme les yeux. Elle nous a élevés comme des poupées ou pire, comme des chiots sans jugement. Elle n'a pas su nous armer face à la vie. Je la déteste au moins autant que je hais papa. Elle ne s'est pas construite. C'est ça. Donc, elle a des poupées. C'est une petite fille. Tu vois, dans le premier livre qui s'appelle Décrit sous la peau, la première phrase, c'est une petite fille de 45 ans prend l'avion pour la deuxième fois de sa vie en ce caniculaire juillet parisien. C'est d'ailleurs la dernière phrase de celui-là. Oui. Si vous remarquez bien. Si. Donc, Yandé est encore une petite fille lorsqu'elle vient au Sénégal. Elle n'a pas vraiment grandi. Comment peut-on être une mère quand soi-même on est un enfant? Donc c'est ça, je pose la question aussi de la parenté. C'est quoi être un parent? Avoir d'abord la maturité. Voilà, la maturité, apprendre pour transmettre. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas reçu, ce qu'on n'a pas appris. Même si on ne l'a pas reçu, on peut l'apprendre. Voilà. Et à un moment donné, le meilleur livre qu'on a à apprendre, c'est soi-même.
Voilà. C'est des poncifs. Mais quoi qu'on dise aussi, c'est comme ça qu'on nous fabrique. Hein. On nous fabrique à être des épouses et non à être des femmes leaders. Mais nous ne sommes pas obligés d'accepter. Nous pouvons être épouses, femmes leaders, mères, nous pouvons faire tous les rôles. Nous avons d'ailleurs, les femmes ont une force extraordinaire. Elles sont les seuls êtres vivants qui peuvent faire plusieurs tâches en même temps. Bien sûr. Donner plusieurs tâches en même temps à un homme, il va se trouver très vite dépassé. Mais les femmes, elles sont là, elles dirigent la maison, elles font faire les devoirs aux enfants, elles cuisinent, elles font ci, elles font ça. Elles font des dizaines de choses. Elles sont multidimensionnelles. Nous allons introduire notre lecteur du jour. Il s'appelle Michel Mendy. C'est un écrivain et bientôt un éditeur. C'est également l'animateur de scène littérature pour faire allusion au tour du Sénégal en ce qui concerne la littérature. C'est un plaisir pour moi de parler du travail de Fatimata Diallo Ba, qui nous revient encore une fois après nous avoir servi un excellent roman dans un premier temps d'écrire sous la peau. Elle nous revient avec Rouge Silence. Mais en lisant ses écrits, on sent qu'elle est poétesse dans l'âme, parce que tant ses œuvres sont pleines de poésie, sont remplies de poésie, ça coule de partout. Autant d'écrits sous la peau que Rouge Silence, elle a cette capacité en une image poétique de nous résumer tout un passage, mais de façon extraordinaire aussi. Donc je pense que ce qui fait aussi la qualité de ces romans-là, c'est cette immersion de la poésie, de l'âme poétique de l'auteur dans ses propres textes. Rouge Silence, qui continue l'histoire de Yandé, qui après un séjour au Sénégal retourne en France voir sa famille. Et c'est là le prétexte pour l'auteur de nous exposer la souffrance de ces différents personnages qui connaissent des souffrances psychosomatiques. Donc nous voyons dérouler dans la première partie du livre la vie des différents personnages, chacun avec sa propre histoire, mais toujours chacun avec ses propres souffrances. Il en est c'est le cas de Sarah et Marie, les deux filles. C'est le cas de Mort, le mari. C'est le cas de Sylvie, la prostituée. C'est le cas de beaucoup de personnages. Ensuite, elle forme un magnifique tableau à la fin pour réunir la vie de tous ces personnages-là. Et cette souffrance est prétexte pour l'auteur pour nous montrer que l'être humain peut faire mal à l'être humain. Mais les deux êtres humains qui se font mutuellement mal sans le savoir peuvent convenir d'un accord et retrouver la paix si toutefois ils acceptent de se regarder, si toutefois ils acceptent de se parler. C'est ce qui se passe. Yandé et Mort n'arrivaient pas à se regarder. Pourtant, chacun de son côté a vécu des atrocités qui ont été causées par des gens qui sont dans leur entourage. Yandé violé par son oncle, Mort violé par son marabout, etc. Et voilà un couple qui, bien qu'étant ensemble, est en toute désunion parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les accords. Mais le jour où il décide vraiment, Mort décide de se confier à sa femme, on voit que la paix s'établit entre les deux êtres. C'est la même chose avec tous les personnages qui pullulent dans ce très beau roman, Rouge Silence, que Fatimata nous présente. Je disais que cette écriture est une écriture thérapeutique, autant pour les personnages, parce que c'est en souffrant, en acceptant de revivre ces souffrances, soit par un voyage initiatique, comme a fait Yandé dans la première partie, en revenant au Sénégal, revivre son passé, qu'elle est parvenue à se guérir et retourner en France en étant une autre personne. C'est un livre où la violence, elle est omniprésente, mais c'est un livre où cette violence-là permet en fait aux personnages qui l'ont vécu de retrouver la paix. Donc c'est un livre où la thérapie, elle est très présente. C'est un magnifique livre où c'est un hymne à l'amour pour moi, c'est un hymne à la paix, c'est un hymne à la considération de l'autre et éviter de se faire mutuellement mal, inutilement d'ailleurs. Merci beaucoup, Michel Mendy. On a remarqué qu'il a retracé l'itinéraire du roman en revenant sur les différents personnages, mais également en citant ce roman comme étant un récit tout à fait thérapeutique. Madame, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à cela? Oui, je crois que tout récit, à partir du moment où on prend la parole, on la prend pour une raison. Et moi, j'aime l'idée de soigner, guérir.
C'est une des choses qui m'intéresse. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le premier roman, il y avait une femme qui soignait les corps. Mais en soignant les corps et les peaux, elle soignait les âmes aussi. C'est Mère Saran, la masseuse. Et son pendant dans le Rouge Silence, c'est Mère Aya qui soigne aussi, qui soigne. Elle est dans un foyer à Paris. Un foyer, c'est la reconstitution d'un village africain. Les gens y vont parce qu'ils ont le mal de leur terre, ils sont en exil, donc ils ont besoin d'aller se réconforter. Donc ils vont manger du mafé, ils vont manger des plats sénégalais, ils vont se coiffer, ils vont faire tout un tas de choses. Mais quelqu'un qui soigne aussi, c'est Yandé. Yandé, elle est aide-soignante et elle a un vrai don dans les mains. Quand elle masse les corps, elle arrive à capter les histoires. Ce que j'ai apprécié quand même beaucoup par rapport à cette note thérapeutique, c'est l'attitude de Aya. Parce que, bon, ça renvoie un peu à l'image de l'Africain en tant que tel. Nos psychologues, c'est l'entourage, c'est les parents, c'est également un sage qui est là, c'est également notre conseillère quelque part par là. Parce que, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, tous les ressortissants sénégalais, africains, en quelque sorte, se retrouvaient autour d'elle pour avoir un peu cette chaleur humaine, quoi. Oui. Mais bon, elle joue, c'est vrai, le rôle du psychologue. C'est vrai que nous, on pense, nous autres Africains, nous pensons que nous n'avons pas besoin de psychologue. Moi, je pense qu'on a besoin de psychologue quelquefois parce que notre vie a changé. Nous ne sommes plus au village sous l'arbre à palabres et nous allons, par exemple, nous avions ce qu'on appelle en poulard les fêtes. Quand tu avais un problème, tu allais voir mais ce rôle quand même, sur ce plan, je ne partage pas le même avis que vous parce que ce rôle est pleinement joué par l'entourage en Afrique quand même. On est très bien. Si. Aujourd'hui, moi, à Dakar, si je vous dis que mon voisin, à part les voisins que je connais, mais il y a des voisins que je ne connais pas. Nous n'avons plus le même habitat qu'avant. Nous avons rejoint l'Europe dans cet individualisme de l'habitat. Nous habitons des appartements qui sont fermés et nous ne vivons plus tous ensemble. Aujourd'hui, même les grands... Bon, c'est à moitié vrai parce que je pense que... Mais je pense aussi que les relations familiales, sociales ne sont pas aussi détériorées que ça quand même. Le socle est toujours là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais quand même, nous avons beaucoup de folie en nous et nous avons besoin d'être soignés quelquefois. Quelquefois, nous avons besoin de techniques. Mais même si je pense que notre spiritualité, notre capacité à entrer en lien avec les autres est quelque chose d'absolument fondamental. Ça, je suis d'accord, vraiment. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est ensemble. On est ensemble, on évolue ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que nous perdions. Il faut oser dire quand même que ce n'est pas tout à fait dégradé comme peut-être on pourrait le penser. C'est vrai, je suis d'accord. Oui, non, c'est vrai. L'amitié existe toujours, la parenté. C'est très relatif, comme vous l'avez dit, et à des points de vue différents. Vous voulez tout le temps créer cette symbiose, n'est-ce pas? Cette symbiose entre ceux qui sont là et les morts. Par exemple, on l'a remarqué, voilà, surtout avec Yandé par rapport à son défunt mari, n'est-ce pas? Voilà, il y a sa mère également, tout à fait au début. Donc, bon, je ne sais pas, mais j'ai quand même remarqué cette liaison d'outre-tombe. Voilà. Ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a intéressée. Parce que c'est vrai que notre condition humaine est une condition tragique. Nous vivons, puis nous partons. Qu'est-ce que nous laissons? Je suis persuadée, moi, que les morts sont encore parmi nous. Je suis d'accord avec le poète lorsqu'il dit « les morts ne sont pas morts ». La disparition totale, la disparition de la trace, je n'y crois pas. Je pense qu'ils sont encore là, ou alors qu'ils sont dans une dimension à partir de laquelle ils nous suivent et ils peuvent nous protéger, ils peuvent nous aider. Dans le premier livre, dans Des cris sous la peau, la première visite par laquelle... Là, c'est comme si vous êtes de connivence avec David Diop, dans Souffle. Oui, complètement. C'est un poème que j'adore. Et la mère, elle vient
elle est là, elle est présente. Oui, oui. Et son souvenir aide les vivants à vivre sans eux. Et ça, j'y crois profondément. Et je pense que beaucoup ont fait l'expérience de voir leur mort soit en rêve ou même de les sentir dans leur vie de tous les jours, de sentir qu'ils sont là, qu'ils sont protégés et ça apaise. Je trouve que c'est très touchant même, n'est-ce pas, d'essayer d'avoir cette communion également avec nos morts. J'ai envie de souligner une autre chose. N'est-ce pas? Vous avez cité pas mal d'auteurs dans votre roman. Vous avez parlé par exemple de Mariama Ba lorsque Yandé retrace sa douleur. Vous avez parlé de Victor Hugo avec son poème très touchant, n'est-ce pas, Demain dès l'aube, pour quand même être un peu en communion avec sa fille décédée. Vous avez cité en tout cas pas mal d'auteurs africains, tout comme des auteurs occidentaux. Mais j'ai été très surprise lorsque je ne vous ai pas vu citer Ahmadou Kourouma. Et je vais m'expliquer, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre votre style et sa manière d'écrire. C'est un auteur que j'adore, que j'aime beaucoup. Et j'ai lu tous ses livres, j'ai écouté toutes ses interviews et c'est peut-être pour ça que son ombre plane sur ses romans. Et quand on écrit, c'est à la fois l'expérience personnelle qui arrive, ce sont également toutes nos lectures. C'est pour ça que certaines, je ne peux pas m'empêcher, par exemple, de faire des citations de temps en temps. Rumi, Amadou Hampâté-Bâ, Mariama Ba. C'est-à-dire, ce sont des lectures qui m'ont marqué. Et quand ça vous marque, soit ça revient sous la forme d'un souvenir exact, et vous écrivez exactement la citation, ou alors ça revient sous la forme d'un esprit qui plane sur votre écriture. Et pour Ahmadou Kourouma, c'est probablement la même chose. Oui, c'est vrai. Et donc, ce sont des lectures qui ont été digérées. Voilà. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas besoin de le citer nommément. En tout cas, vous avez quand même réussi une juxtaposition nette avec Mariama Ba, lorsque Ramatoulaye écrivait la lettre à son ami Aïssatou, ça colle bien avec ce que l'on peut appeler la douleur retracée quelque part par Yandé. Là, c'est une belle similitude. En lisant votre livre, j'ai comme l'impression de vivre un film. Alors, j'adore le cinéma. Je regarde beaucoup de films et c'est peut-être le moment de lancer un appel à un réalisateur et de lui dire, mais allez-y, faites-en un film. Dans votre ouvrage, vous avez souligné aussi la condition des Africains à l'Hexagone. Et pour cela aussi, je ne manquerai pas de citer le passage, c'est exactement à la page 17. Il faut dire que les pouvoirs publics ne voient pas d'intérêt immédiat à rénover des lieux habités par des Africains dont la plupart ne votent pas. Au départ, le foyer était intégré au paysage et les Parisiens regardaient ces immigrés avec une bienveillance teintée de paternalisme. Puis, le français Chirac, entre une tête de veau et un sein pourcin inspirant, avait évoqué leurs bruits et leurs odeurs, libérant les peurs et les mépris résiduels chez certains Français. Chacun remarquait soudain dans son voisinage des familles bruyantes qui passaient leur temps à cuisiner des produits improbables aux fumées agressifs, familles qui se reproduisaient comme des lapins et percevaient indûment des allocations familiales, leur ôtant le pain de la bouche. Ça quand même, je trouve que c'est un peu inhumain même presque quoi. C'est la réalité en fait. C'est la réalité. Bon, peut-être que ça a changé. Nous, ici, on est un peu choqués de voir ça. Mais c'est vrai que l'immigré, l'image de l'immigré, tel qu'il est perçu par certains Français, attention, je ne dis pas tous les Français. Tous les Français ne sont pas les mêmes et tous les immigrés ne sont pas les mêmes. Je parle de phénomènes qui se produisent. Au début, on acceptait les immigrés avec beaucoup avec gentillesse un petit peu. Puis petit à petit, quand ils sont devenus trop nombreux, ils ont commencé à dire « Ah, ils sont en train de nous envahir ». Oui, c'est vrai. Et donc, le regard a changé et le regard est devenu
le racisme a prospéré. Oui. Donc c'est ce regard-là que j'analyse et je me mets dans la peau du Français qui regarde arriver ces familles d'Africains et qui se dit, ce sont leurs arguments, ils se reproduisent comme des lapins, leur nourriture sent mauvais, etc. etc. D'accord. Et puis d'ailleurs, même les enfants, les jeunes Africains également, vivent la même situation à l'école. Parce que aussi à la page 54, c'est écrit, les deux sœurs, les deux filles de Yandé, elles ont vu que le traitement des petits noirs et des petits arabes n'était pas le même que celui qui était réservé aux petites têtes blondes à l'école. Elles se sont adaptées. Donc, bon, une situation qu'elles ont eu à vivre aussi. Oui. Même jusqu'au... Mais bon, je situe ce roman à une époque où c'est pas maintenant, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Et donc, probablement que ce regard-là a changé parce que peut-être les Français connaissent mieux leurs hôtes étrangers. Et que donc, quand on connaît quelqu'un, on est moins agressif envers lui. Parce que lui aussi, cette autre personne essaie de vous connaître. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut y avoir un dialogue et il peut y avoir la paix. Mais tant qu'on ne se connaît pas, on est obligé de supposer des tas de choses. Bien sûr, bien sûr. Là également, vous allez certainement me dire que j'aime bien Ahmadou Kourouma, mais pour toujours souligner votre style un peu proche de celui d'Ahmadou Kourouma, vous relatez souvent des faits, c'est-à-dire des proverbes africains, ou bien vous cherchez toujours à dire les choses littéralement sans trop vous soucier des conditions très académiques. J'ai beaucoup apprécié, c'est un style spécifique, mais également un style qui renvoie toujours à Ahmadou Kourouma, qui aime écrire à l'africain, et il relate les choses telles quelles en traduisant sa langue maternelle en français. Je peux vous citer quelque part là où vous l'avez vous-même dit. Regardez, Sarah dit que mes propos n'ont ni queue ni tête, qu'ils sont absurdes. Là, c'est magnifique aussi. Il faut adapter le niveau de langue à la personne qui parle. Et d'ailleurs, moi, c'est un de mes problèmes. Quelquefois, mon français, il est un peu trop académique dans la bouche même de mes personnages qui n'ont rien d'académique. Ça, c'est le prof de lettres qui prend le dessus quelquefois sur l'écrivain. Et j'allais en venir, justement. J'allais en venir. Comme on dit, vous m'avez un peu marché sur la langue. Ça me semble que vous avez quand même écrit, ou bien vous avez cherché à écrire pour une élite minoritaire, parce que votre niveau de langage est très dense. Bon, la plume est très pointue. Bon, pointue, vous savez ce que je veux dire par là. Moi, j'avais tout le temps un dictionnaire à côté. Oui, c'est mon style, c'est comme ça que j'écris. Je ne cherche pas à faire des phrases lourdes ou à utiliser un vocabulaire trop recherché. Mais c'est peut-être comme ça que j'écris, c'est comme ça que je parle. Mais madame, votre vocabulaire quand même est très recherché, est très soutenu. Bon, très soutenu. Je vais essayer pour la prochaine, comme me l'a demandé Pape Michel, je vais essayer de faire avec beaucoup plus, que ce soit moins travaillé et plus brut de décoffrage. D'ailleurs, on va écouter toujours la question de Moussa Mendy. Fatimata est professeur de français, excellente professeur de français, qui parle un français très correct académique, qui écrit un français très correct académique. Mais peut-on s'attendre, nous, lecteurs, ses admirateurs, à ce que dans ses prochaines publications, parce qu'elle nous a annoncé une trilogie, qu'elle puisse aller plus loin, qu'elle puisse nous surprendre dans son écriture en nous proposant une langue autre que celle qu'elle nous a déjà proposée dans ses deux premières œuvres, qui est une langue excellente, extraordinaire, mais peut-on s'attendre à être beaucoup plus surpris avec un peu plus d'innovation dans son écriture? Voilà, donc vous avez vu, M. Mendy a donc abordé sa question dans ce sens. Votre plume, madame, est dense. Qu'en dites-vous? Merci, c'est plutôt une qualité. Une plume, il faut qu'elle soit dense et qu'elle dise des choses complexes.
Mais bon, c'est mon style, c'est comme ça. Peut-être qu'il est un peu classique. Il aimerait que je me détache de la même manière que je dis dans mes livres que les femmes doivent se libérer du corset dans lequel elles sont enfermées. Peut-être aussi que moi, sans m'en rendre compte, je suis enfermée dans un style un peu académique, un peu classique, et qu'il faut peut-être faire valser tout ça. En tout cas, bon, parce que moi, j'aimerais très bien vous lire prochainement. Et si ça continue comme ça, c'est sûr que j'aurai toujours des lacunes à vous suivre. Et j'aimerais très bien vous inviter pour votre 3e roman également. Inch'Allah. Chers téléspectateurs de Women First TV, nous sommes au terme de notre émission littéraire. Je rappelle que ce livre est si riche et inépuisable. Nous allons donner donc la parole à notre invitée, Fatimata Bah Diallo, qui nous a présenté aujourd'hui son 2e roman, Rouge Silence. Peut-être qu'elle a certainement quelque chose à ajouter, madame. Alors, merci beaucoup vraiment Nancy pour cette belle émission. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir conviée et grâce à votre méthode maïotique, de m'avoir poussée à aller au fond de moi chercher des réponses. Socrate le faisait bien et donc qui mieux qu'une femme pour accoucher une autre femme? Merci donc de vos questions et de vos remarques qui m'ont beaucoup touchée. Nous allons fermer certainement avec cette note philosophique. Vous avez vu vous-même, c'est pourquoi son roman sort du commun, parce qu'il y a toujours cette teinture philosophique qui surgit en lisant ce roman. Je remercie encore une fois de plus notre invitée Fatimata Diallo Bah. Je remercie également la maison d'édition L'Harmattan qui nous a permis de réaliser cette émission. Je remercie aussi toute l'équipe technique de Women First TV. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec un autre numéro au Maïetik s'il plaît à Dieu.